Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Jean Dorido, bonjour Jean. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors on revient, on va parler de débordement hier, c'est le mot du jour, notamment sur les Champs-Élysées et Champs, des heurts ont éclaté, on les a vus, mais on va s'intéresser à la psychologie de ce genre de débordement. Alors expliquez-nous. Oui, effectivement, vous l'avez dit Christine, tout cela renvoie en réalité à la psychologie des conflits. En fait, lorsque des personnes s'affrontent dans des situations violentes, il est possible soit de chercher à comprendre ce qui motive chaque protagoniste, d'un point de vue, on pourrait dire, rationnel, et en même temps, la réalité psychologique de chacun rappelle qu'en fin de compte, ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, Jean ? Eh bien, des psychologues se sont demandé dans les années 50 quelles étaient les conditions minimum nécessaires pour que deux groupes entrent en conflit. Ils ont étudié pour cela des enfants à l'occasion de colonies de vacances. Ils les ont répartis en deux groupes différents en faisant très attention à ce que chaque tribu soit parfaitement homogène et équilibrée. En fait, ils ont constitué deux groupes dont les membres étaient tout à fait interchangeables. Et puis, ils les ont fait vivre ensemble durant toute la durée des vacances. Ils ont alors constaté que le simple fait de séparer les enfants en deux groupes distincts suffisait à déclencher les hostilités. Et quel genre d'hostilité, Jean ? Eh bien, les chercheurs ont immédiatement noté des graffitis injuriant les membres de l'autre groupe dans les toilettes communes, des saccages du dortoir des autres, des attitudes hostiles. En fait, tout semble confirmer ce triste constat. Les groupes sont naturellement hostiles les uns envers les autres. Dès lors qu'il y a un « nous », eh bien, cela semble déclencher la violence envers le « eux ». Alors Jean, dans cette recherche qui date quand même des années 50, les enfants étaient répartis de façon aléatoire. Comment les individus se rassemblent-ils dans la vraie vie ? Alors très bonne question, oui Philippe, bien sûr. Il n'y a pas que le hasard qui entre en jeu, même si ce dernier a quand même son rôle à jouer. Ce qu'il faut bien noter, c'est que notre instinct darwinien nous pousse à faire partie de groupes. Nous sommes des êtres sociaux, il en va de notre survie. La création de groupes sociaux, elle aussi, a été très étudiée par les psychologues. Ce qui semble le plus essentiel à la constitution d'un groupe, c'est une communauté d'intérêts. C'est le cas des syndicats, des associations de consommateurs ou même des clubs de sport. Il suffit de se retrouver d'accord sur quelque chose à changer ou un intérêt à défendre pour qu'apparaissent alors les conditions suffisantes à la naissance d'un groupe. Alors comment est-ce qu'on explique, Jean, les violences entre les groupes différents ? Eh bien, en fait, dès lors qu'un groupe est constitué, il exerce mécaniquement une pression sur chacun de ses membres. On peut d'ailleurs noter sur ce point que les groupes sociaux au fonctionnement démocratique sont assez rares en fait. Cela ne concerne que les plus évolués. Souvent, les groupes sont influencés par des leaders. Des normes apparaissent rapidement, des normes comportementales qui deviennent des éléments essentiels d'appartenance dans le même temps. Des stéréotypes à propos des membres des autres groupes font leur apparition. Vous savez, les stéréotypes, ce sont ces clichés qui sont de vraies caricatures en fait, qui concernent les autres. Toutes les conditions sont alors réunies pour que l'hostilité se développe. À partir de ce moment-là, la bascule dans la violence devient très difficile à éviter. Mais alors Jean, dites-nous tout, qu'est-ce que la psychologie conseille pour sortir de la violence ? Alors, sur ce point, les chercheurs américains qui observaient les enfants en colonie de vacances ont constaté que lorsqu'ils proposaient aux jeunes des activités qui nécessitaient la collaboration de tous, cela avait tendance à apaiser les tensions et les antagonismes. Réparer une canalisation dont la fuite pénalisait l'ensemble du camp, désembourber un camion pour permettre à chacun d'aller en ville. Toutes ces tâches que les psychologues qualifient de supra-ordonnées ont tendance à gommer les appartenances et incitent les individus à se rassembler au-delà des vieux clivages autour de buts communs. Alors cela veut dire que ce qui manque, Jean, des buts communs à tous les Français, c'est ça ? Eh bien, disons que manifestement, Christine, vous avez raison, les consensus autour d'objectifs collectifs peinent à émerger. Il y a bien sûr la préservation de l'environnement. Les jeunes, en ce moment, sont assez mobilisés. Les lycéens défilent régulièrement pour la planète. Toutefois, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, semble plus partagé sur le sujet. Le premier samedi de mobilisation, le 17 novembre 2018, trouve précisément sa source dans une réaction à une taxe sur les carburants. Les Français sont manifestement dans le désir, le besoin de se retrouver autour de projets commun. La mission de nos politiques est précisément de réussir à proposer une vision dans laquelle chacun trouve à la fois sa place et son intérêt. C'est à cette condition, seul, qu'un collectif peut offrir ce qu'il a de meilleur et aider à se souvenir que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. En effet, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on fait ça tous les matins avec Philippe Rossi. Merci Jean. Merci. On se retrouve demain sur Sud Radio avec pour joie. le Grand Matin.